Elisabethville, 1961. Le camp des oubliés. Crise humanitaire, tensions militaires et l'épreuve des réfugiés sous l'œil de l'ONU. Septembre 1961, à Elisabethville, la capitale du Katanga, une ville en tension, un camp de réfugiés improvisé par l'ONU. En pleine agglomération urbaine, plus de 30 000 âmes entassées dans la misère, la peur et l'incertitude. Le Conseil supérieur de la santé s'est réuni en urgence. Le danger est imminent. Le 9 septembre, le Conseil supérieur de la santé, présidé par le secrétaire d'État, tire la sonnette d'alarme. Rougeole, tuberculose, accouchement non assisté. Les médecins parlent de 25 à 30 000 réfugiés entassés dans 3 mètres carrés par famille. L'eau manque. Les latrines sont insuffisantes. Le docteur Oyen, chef médical de l'ONU, reconnaît le péril mais refuse de signer un communiqué. Dans un baraquement suédois, un hôpital de campagne prend forme. Pas de lit, pas d'électricité, pas d'eau stérile. Pourtant, plus de 200 consultations par jour. En septembre et octobre, plus de 200 naissances. Les mères trouvent enfin un peu de répit. Mi-octobre, la saison de pluie transforme le camp en lac. L'OMS visite le lieu et parle d'épidémie imminente. Les réfugiés pourtant urbanisés construisent eux-mêmes les latrines. Une lutte silencieuse pour la maladie, dans la boue et le chaos. Des corps non ramassés, des enterrements improvisés. Les Balubakat enterrent leurs morts sous la garde des sentinelles armées. Une zone près de l'hôpital devient sanctuaire de deuil. La police militaire suédoise intervient pour les morts abandonnés. 2 fillettes mères d'indigestion. Les parents demandent à être photographiés avec leur corps. Le soupçon se répand. La nourriture de l'ONU serait empoisonnée. La peur change de visage, devient paranoïa. Le 10 octobre, Léopoldville ordonne aux bataillons suédois de se déplacer, crainte d'être submergés par des réfugiés armés. Les gangs rôdent, armés de machettes et de chaînes. Les Suédois refusent d'abandonner le camp. Ils veulent le protéger, coûte que coûte. Le 14 octobre, les haut-parleurs résonnent. Déménagez avant le 20 octobre ou perdez protection, soins et nourriture. Les réfugiés obéissent. Certains démontent leur maison, d'autres sont forcés. Des tirs en l'air ponctuent les déménagements. Une ville renaît, mieux construite, mieux espacée, comme s'ils avaient toujours été là. Le déplacement de 30 000 réfugiés pour protéger 250 soldats. Une décision stratégique, mais aussi un choix moral. Le courage des Suédois, la résilience des réfugiés et la conscience humanitaire de l'ONU s'entrelacent dans une page sombre mais essentielle de l'histoire du Katanga. Dans cet épisode, on comprend vite que l'ONU, la mission des Nations Unies au Congo de l'époque, 1961, quelques mois après l'indépendance du Congo et quelques mois après la déclaration de sécession du Katanga, est vite dépassée par les événements. Les Baluba, pourchassés par les Katangais, prennent refuge dans le camp suédois, puis dans le camp irlandais. Mais très vite, il y a débordement. On retrouve plus de 30 000 déplacés dans le camp suédois pour 250 soldats, un espace prévu pour 250 soldats. Les conditions sanitaires deviennent alarmantes. L'ONU ferme les yeux. Plutôt que de tirer la sonnette d'alarme et de prendre les mesures urgentes qu'il faut pour endiguer les épidémies de choléra, les corps non enterrés jonchant le sol. L'ONU préfère, dépassée par les événements, probablement pour des raisons logistiques, n'ayant pas les moyens pour contenir ce débordement, l'ONU préfère d'ordonner le démantèlement du camp suédois pour protéger les 250 militaires suédois, éviter qu'ils meurent sous le coup des épidémies. On disperse tout le monde. Le camp est fermé,
Mais 30 000 réfugiés ne peuvent pas disparaître. Ils vont reconstruire aussitôt ailleurs. Et l'ONU sera obligée de le poursuivre, aller à leur rencontre pour leur porter assistance. L'histoire de la RDC, depuis son indépendance jusqu'à présent, n'a pas connu un temps de répit où l'ONU, où la communauté internationale, où les ONG internationales n'ont pas dressé des tentes, n'ont pas construit de camps de réfugiés, ou tout simplement, où les réfugiés se sont aménagés des espaces libres de survie. Aujourd'hui, ces efforts humanitaires se concentrent dans la partie est du pays, Goma, Rutshuru, toutes ces villes où la population civile est obligée de courir avec leur butin de pauvreté sur la tête, matelas, couverture, mais aussi dans l'ouest du pays, Kinshasa à Maluku. Le phénomène Mobondo. Suivez-nous pour le reste du récit.